Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle émission. Alors ça va être un petit peu une première dans la continuité de ce qu'on a déjà fait avec Maître David Guyon, donc avocat au barreau de Montpellier. Bonsoir David. Alors je te laisserai remettre ton micro à l'issue. Donc je vous fais une petite présentation très rapide. Alors en fait, pourquoi cette émission donc ce soir? Comme vous l'avez vu donc dans le titre, justice citoyenne, regard croisé entre un avocat justement et des citoyens, notamment du collectif Libertad. L'objectif, c'est quoi? C'est depuis quelques semaines, nous, avec l'actualité, on s'est retrouvé un petit peu à devoir, à vouloir faire des émissions avec David justement sur l'actualité. On a parlé de la Cour européenne des droits de l'homme. On a parlé d'un ensemble de choses vers le pass également énergétique. Et est venue cette réflexion très rapide de se dire, bon, finalement, plutôt que de faire des émissions, on va dire, en urgence, si on se donnait un rendez-vous hebdomadaire, notamment tous les lundis à 20h, pour parler d'un sujet d'actualité. Donc ce soir, on va parler de l'assurance chômage. Donc, on est vraiment sur une nouvelle mouture. Ça va être un petit rendez-vous avec des formats courts, tous les lundis soirs à 20h, sur un sujet particulier. Il y a un ensemble de choses qui vont encore évoluer. On va faire certainement évoluer là un petit peu la charte graphique, un ensemble de points, un ensemble d'éléments, les liens de diffusion également de cette émission. Donc, on est vraiment sur la première d'une série que l'on souhaite faire pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois. Ça va être à vous de le définir et voir suivant l'actualité. Et dans tous les cas, donc pensez bien également tout de suite, si c'est possible, on vous laisse quelques secondes pour également, si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube, donc notamment de David Guyon, la chaîne YouTube du collectif Libertad. On relaye principalement donc les émissions. Je vous rappelle également que sur notre plateforme de streaming, on voit essentiellement les commentaires qui arrivent sur la chaîne YouTube. Et donc, pardon, je parle trop. Et donc, cette émission est également diffusée un petit peu sur quelques comptes Twitter. Voilà, donc bonsoir David. Bonsoir Pierrick, bonsoir à tous. Écoute, tu as très bien présenté en introduction le nouveau format qu'on essaie de mettre en avant. Alors c'est parti un peu d'un constat, c'est-à-dire que finalement ça fait déjà plus de 3 semaines qu'on se retrouve tous les lundis. On a tous les lundis un sujet intéressant à évoquer, avec un format plus ou moins long, mais en tout cas on a tous les lundis des idées intéressantes. Surtout, on constate que dans les commentaires que les personnes, voilà, que nos auditeurs nous font remonter, c'est que les formats intéressent et surtout qu'il y a plein d'autres interrogations que la crise sanitaire ou la crise énergétique. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans une majorité des cas, ce qui fait naître les situations de crise, c'est surtout l'ignorance. Parce que lorsqu'on vous raconte la messe du matin jusqu'au soir, on peut vous expliquer que c'est toujours une crise. Et je reviens à ce que je disais la dernière fois sur la crise énergétique. Si vous acceptez qu'on restreigne vos libertés pendant les périodes de crise, alors le gouvernement créera des périodes de crise pour restreindre vos libertés. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, à un moment donné, il est, à mon sens, nécessaire en tant qu'avocat de prendre à bras le corps finalement la mission que je me suis un petit peu attribuée, à savoir d'essayer, en tout cas à mon échelle, d'essayer de tenter de donner des clés de raisonnement sur la situation qui nous entoure, notamment des clés de raisonnement juridique. Il ne s'agit pas de faire un format d'une émission politique, c'est pas du tout le but, hein, Pierrick, tu me confirmes, hein. C'est pas l'objectif, c'est plutôt d'apporter des éléments juridiques, une analyse juridique sur un point d'actualité. Il y a nécessairement d'autres éléments à prendre en compte. Là, on va parler de l'assurance chômage. Il nous faudrait effectivement un économiste qui soit en mesure d'analyser la situation. Il nous faudrait certainement un politicien pour nous présenter les différents enjeux politiques qui sont sous-jacents. Mais aujourd'hui, c'est surtout le point de vue de l'avocat. On va essayer de vous expliquer un petit peu comment ils sont en train d'essayer de nous la mettre, c'est-à-dire l'assurance chômage, l'assurance d'avoir moins de chômage, en tout cas moins de droits au chômage. C'est en fait ce que ça sous-entend. Donc, vous voyez, on change juste un mot, moins de chômage, plein emploi, hein, en tout cas c'est le but de ce projet. Et en réalité, c'est plutôt un durcissement du droit à l'allocation de retour à l'emploi. Donc, comme d'habitude, l'émission sera suivie d'un article juridique que l'on diffusera par la suite, qui reprendra les différents arguments que nous avons évoqués. On ne va pas rentrer dans le détail de tous les articles juridiques, mais en tout cas pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez toujours dans la description l'article juridique sur lequel se base cette émission, qui vous permettra de prendre connaissance des avis du Conseil d'État dont on va évoquer, des arrêts du Conseil d'État qui seront également évoqués dans cette analyse. On va également vous mettre les liens pour pouvoir consulter vous-même le projet de loi. C'est pas toujours très simple de le trouver. Au moins ici,
vous pourrez le retrouver. Et c'est vraiment l'objectif ici, c'est de vous faciliter finalement l'accès à la justice, l'accès au droit, l'accès à la connaissance. Alors, si ce n'est pas déjà fait, moi, je vous invite à vous abonner aux chaînes YouTube du collectif Libertad ainsi qu'à ma chaîne YouTube David Guyon Avocat. Je vous le donne également en mille. Nous allons également diffuser sur d'autres plateformes, CrowdBunker, Odyssey et Gator. J'étais en train de m'inscrire d'ailleurs sur ces différentes plateformes parce qu'il est nécessaire que notre message soit le plus largement diffusé. On compte également sur vous pour partager l'émission, ça nous aide beaucoup, ça nous donne de la visibilité et surtout, c'est grâce à vous qu'ici, toutes les semaines, j'ai des personnes qui, complètement désespérées, viennent me voir, me découvrent grâce à ces émissions, grâce à vos articles juridiques. Cette semaine, vous voyez, petite information, petit storytelling, j'ai une personne qui avait été contraventionnée dans un train, dans un train à grande vitesse, un TGV, pour non-port du masque. Donc, c'était au courant de l'hiver 2020. Eh bien, elle m'a contacté la semaine dernière pour me dire qu'elle avait une audience prévue devant le tribunal correctionnel. Et je lui ai donné quelques arguments juridiques à pouvoir soulever, parce que vous savez qu'en procédure pénale, vous n'avez pas forcément, en matière de contravention, besoin d'un avocat, et que vous pouvez soulever des arguments, y compris pendant l'audience. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment soulever des arguments à la dernière minute. Et donc, on a discuté avec elle pendant une trentaine de minutes et on a véritablement essayé de soulever toute une série d'argumentaires juridiques pour lui permettre d'échapper à cette contravention majorée parce qu'elle ne l'avait pas réglée en temps et en heure. Et tout à l'heure, j'ai eu un mail de sa part qui m'a indiqué que les arguments qu'on avait évoqués ensemble pendant notre entretien ont été reçus par le magistrat qui a considéré qu'effectivement la contravention n'était pas caractérisée. Et en l'espèce, elle bénéficiait en fait d'un certificat médical de contre-indication qu'elle avait tenté de présenter au contrôleur, qui l'avait refusé, mais qui en tout cas a été accepté par le magistrat. Donc, c'est grâce à vous tout ça, parce que cette personne, peut-être qu'elle n'aurait pas réussi à avoir un autre avocat qui aurait pu être sensible et être sensibilisé en tout cas à son affaire. Et donc, on vous remercie parce que tout ça est possible grâce à vous. Donc, je vous invite à vous abonner, à partager le contenu de cette émission, à commenter, puisque les prochaines émissions, on le rappelle, seront basées aussi sur les sujets que vous allez nous donner à analyser. Et on ça fera un grand plaisir avec Pierrick d'y apporter toutes les réponses qui sont nécessaires. C'est la justice citoyenne, c'est-à-dire la justice accessible aux citoyens. Pierrick incarne tout à fait le citoyen qui a une connaissance assez relative du droit. Et avec ma connaissance d'avocat, on va essayer d'apporter des solutions, des réponses en tout cas. Alors, on essaiera forcément, on ne pourra pas rentrer absolument dans le détail de toutes les situations possibles, mais en tout cas, on donnera des éléments de réponse. Bon, je m'arrête pour cette introduction qui a déjà été assez longue. Pierrick, je te laisse reprendre la main. Alors, je vous remercie. Alors, pour l'instant, on diffuse donc essentiellement sur des chaînes YouTube, sachant que on rediffusera certainement à partir de la semaine prochaine également sur des pages Facebook. L'explication, elle est simple. Si c'était pas diffusé sur les pages Facebook, notamment aussi bien du collectif que de David Guyon, c'est suite à la plateforme de streaming où on a, suite à une petite censure temporaire, également des difficultés à diffuser en direct sur les pages Facebook. Ça devrait tout rentrer dans l'ordre dès la semaine prochaine. Donc, en plus de YouTube, on aura également les relais sur Facebook. En tout cas, merci pour votre présence. Et puis, sans plus tarder, donc, on va parler en fait d'un projet de loi avec différents liens, notamment donc, sur l'assurance chômage, notamment le projet de loi donc, portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, qui était notamment avec engagement de la procédure accélérée et qui est actuellement donc qui arrive au Sénat. Je crois que c'est là-dessus que, dis-moi si je me trompe, David. Tu as tout à fait raison, Pierrick, c'est tout à fait ça. Je t'avais donc envoyé pendant le week-end en fait le lien qui nous intéressait direction le site du Sénat et de l'Assemblée nationale. J'essaie juste de le retrouver pour qu'on puisse éventuellement le diffuser. Oui, tu l'as trouvé. Hop. Donc je voudrais qu'on puisse le diffuser. Je te le mets ici, voilà. Donc ça va vous permettre ce lien de retrouver où nous en sommes dans l'analyse de ce projet de loi. Alors, on va revenir, si tu me permets un petit peu, Pierrick, peut-être sur rappeler ce qu'est quand même l'assurance chômage. Ça me paraissait nécessaire. J'avais une idée quand même assez approximative du sujet. Alors, comme je le rappelle, je n'interviens pas en droit social, c'est en droit du travail. Donc, c'est vrai que la question de l'assurance chômage, c'est quelque chose que je maîtrise, on va dire, de manière très lointaine. Et donc, je me suis penché un peu plus sur le sujet aujourd'hui parce que, on sait que c'est un sujet d'actualité.
l'assurance chômage, c'est une réforme, c'est quelque chose qui a été créé en 1958. Donc on voit que c'est quelque chose qui n'est pas récent, et qui a quand même duré dans le temps. Donc ça veut dire quand même que ce mécanisme a été reconnu d'utilité publique et qu'aujourd'hui, on tient quand même à cette assurance chômage, c'est-à-dire l'allocation qui vous permet de subsister. Alors, c'est un mécanisme d'assurance obligatoire. Alors, elle est obligatoire pour qui? Elle est obligatoire pour les employeurs. Donc, ce sont les employeurs qui vont fournir les fonds chaque mois en payant le salaire des salariés. Il y a une partie de ce salaire, dans le salaire brut, qui va être reversée à cette assurance chômage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette assurance chômage permet de mutualiser les risques en cas de perte d'emploi. Donc, c'est la possibilité donc, pour les salariés de ne pas perdre tous leurs revenus le jour où ils se retrouvent privés d'emploi. Vous le savez que lorsque vous êtes salarié ou lorsque vous êtes effectivement un agent public dans certains secteurs du public, si vous perdez votre emploi, vous perdez votre seule source de subsistance. Et donc, vous êtes toujours à un pas, finalement, de la pauvreté. Donc, c'est justement ça, l'objectif de l'assurance chômage, c'est de permettre d'éviter de tomber dans une grande précarité et d'assurer un niveau de revenu minimum, le temps de se réinsérer sur le marché de l'emploi, puisque c'est ça aussi la difficulté, c'est que cette assurance chômage, elle a vocation à permettre à un moment donné à réintégrer le marché de l'emploi. On estime, donc l'objectif, on l'a compris, c'est que lorsque vous perdez votre emploi, à un moment donné, vous puissiez le retrouver. Donc c'est ça, l'assurance chômage, c'est une assurance obligatoire qui sert à mutualiser les risques en cas de perte d'emploi pour les salariés. Alors, depuis 2020, vous le savez, l'urgence fait partie de la politique. On s'est aperçu durant la crise sanitaire que lorsqu'on martelait l'urgence, on pouvait complètement désactiver la Constitution et nos libertés les plus fondamentales. Et par conséquent, il n'y a pas de raison pour que 2 ans plus tard, on se prive de ce mécanisme, si bien qu'aujourd'hui, tout devient une mesure d'urgence. Et donc, ce projet de loi, qui a été déposé donc, au mois de septembre 2022 sur le bureau de l'Assemblée nationale, ce projet de loi s'inscrit dans l'idée qu'il y a une urgence à retrouver le plein emploi. Alors, on va analyser ce projet de loi sur les conditions de forme de ce projet de loi et sur les conditions de fond. Alors, Pierre, si tu me laisses 30 secondes, je vais juste me servir un verre d'eau parce que je tousse. Sans problème. Donc là, on vient de vous diffuser, je prends le relais juste quelques secondes. Donc vous retrouvez donc sur le site de l'Assemblée nationale le lien qu'on vous a mis dans les commentaires, donc que vous voyez apparaître notamment sur YouTube. Donc le lien vers justement le dossier législatif actuellement en cours, où on retrouve justement le gouvernement qui a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 7 septembre 2022. Et je pense que David va nous reparler rapidement de ce qu'est une procédure accélérée par rapport à la procédure habituelle qui prend plusieurs semaines. On avait retrouvé pour un ensemble de choses. Et puis voilà. Et on vous remettra ensuite à l'issue le lien également vers le projet actuellement en cours qui est dans les mains du Sénat. Je t'en prie. Tout à fait. Merci Pierrick. Alors, on va analyser le fond, on va analyser la forme. Sur la forme, déjà, tout d'abord, ce que je disais, on invoque l'urgence. C'est-à-dire que l'urgence devient un moyen de gouvernement comme un autre. Et bien entendu, c'est regrettable parce que la question de l'assurance chômage, à mon sens, est davantage un problème structurel qu'un problème conjoncturel. C'est-à-dire que la nécessité de retrouver le plein emploi, qui est l'objectif fixé par ce projet de loi, c'est quelque chose qui a toujours été voulu et qui, à mon sens, sera toujours voulu. C'est un objectif qui n'a plus été atteint depuis les années 70. Donc, on voit bien que ce n'est pas la première fois qu'on se posait la question de savoir comment retrouver le plein emploi. Alors, il faut lire un petit peu les motifs qui justifient ce recours à l'urgence. Ce que l'on comprend un petit peu de manière sous-jacente, c'est qu'on a finalement 2 impératifs contradictoires. Il y a d'une part la nécessité d'un plein emploi, d'autre part la nécessité d'assurer aux salariés ayant perdu leur emploi des moyens de subsistance. Et actuellement, une des situations qu'on a observées, c'est que d'une part, on a un nombre important de demandeurs d'emploi, et d'autre part, des entreprises qui peinent à recruter. Donc ça, c'est assez paradoxal, parce qu'on se dit que
lorsqu'on a beaucoup de demandeurs d'emploi, on ne devrait pas peiner à trouver les candidats qui pourraient être en mesure de pouvoir pourvoir au poste d'une entreprise. Et en fait, pas du tout. Et donc, on part de ce constat-là. Ce que le gouvernement sous-entend, sans forcément le dire explicitement dans le projet de loi, c'est qu'en réalité, on a des petits ronflants. Des petits ronflants qui préfèrent bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi plutôt que de chercher un emploi et se réinsérer le plus rapidement possible dans le marché du travail. Donc ça, bien entendu, c'est une idée un peu simpliste, pour ne pas dire simplissime, puisque la réalité est beaucoup plus complexe. La réalité, c'est que parfois, il faut se former, donc il y a des reconversions qui sont nécessaires. D'autres fois, il y a aussi des métiers qui sont très très mal rémunérés, et donc on comprend aisément que si vous gagnez à peu près la même chose entre l'emploi que vous allez accepter et les allocations de retour à l'emploi qui vous permet d'avoir un niveau de vie suffisant, en tout cas correct. On ne va pas non plus dire qu'on vit vraiment très bien lorsqu'on a une allocation de retour à l'emploi. Donc ça, c'est quand même important. Eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, voilà, il y a une multitude de paramètres, de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi il y a un temps de latence entre le moment où vous perdez votre emploi et le moment où vous retrouvez un nouvel emploi. Et ça, malheureusement, on voit bien que le projet de loi est voté encore et discuté encore à la volée et que les justifications de ce projet ne sont pas non plus extrêmement claires. Alors, ce projet de loi, déposé le 7 septembre 2022, a fait l'objet d'un avis conforme du Conseil d'État du 5 septembre 2022. Je vais essayer de vous le mettre dans la description pour aller le lire. Moi, je l'ai parcouru, pas intégralement, mais en tout cas en grande partie. Donc, Pierrick, si tu veux le diffuser. Cet avis nous dit quoi? Nous dit que finalement, le législateur fait le taf. Il n'y a pas de souci là-dessus. On ne sait pas grand-chose finalement de ce projet de loi, puisqu'on en discutera tout à l'heure, hein. Mais finalement, il fixe plutôt des grandes lignes que véritablement les conditions permettant de bénéficier du retour à l'emploi. Ça, c'est vraiment le gouvernement qui va le fixer par décret. Et donc, le Conseil d'État estime que finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes. La négociation va avoir lieu. Les règles qui vont être fixées par le gouvernement pourront être contrôlées par le Conseil d'État, etc., etc. Donc ça, c'est l'avis sur le projet de loi, donc qui effectivement est intéressant. Il faut le parcourir quand même parce qu'on voit que finalement, il y a quand même des garanties qui sont mises en place et que finalement, peut-être que tout n'est pas joué dans ce projet de loi sur l'allocation de l'assurance chômage. Alors, on a constaté donc qu'il y avait une urgence qui est invoquée par le gouvernement pour pouvoir juger très rapidement et on va dire de pouvoir faire en sorte de pouvoir avoir une loi adoptée dans des délais très brefs. Et ils ont mis en place pour cela bien, la procédure accélérée ou également procédure législative accélérée qui, comme le définit la Constitution, c'est la possibilité de faire adopter un projet ou une proposition de loi à l'issue d'une seule lecture par les chambres du Parlement, Sénat, Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'habituellement, lorsque vous déposez un projet de loi, eh bien, il y a ce qu'on appelle la navette parlementaire. Le projet est voté par l'Assemblée nationale, il est transmis ensuite au Sénat, le Sénat vote le texte, s'il n'est pas voté en termes identiques, il est renvoyé à l'Assemblée nationale, qui va pouvoir encore discuter un petit peu le texte, et ensuite il est renvoyé au Sénat, qui va pouvoir soit valider le texte voté par l'Assemblée nationale en termes identiques, soit le rediscuter ici au terme des deux navettes qui sont faites. On n'en réussit pas à se mettre d'accord, on provoque une commission mixte paritaire qui va arrêter un texte commun qui sera ensuite voté à l'Assemblée nationale. Voilà concrètement un petit peu comment cela fonctionne. Lorsqu'on met en place une procédure accélérée, la navette n'a lieu qu'une seule fois. C'est-à-dire que c'est l'Assemblée nationale, le Sénat, et ça s'arrête là. S'ils ne sont pas d'accord, commission mixte paritaire. Donc on voit, c'est ça la procédure accélérée. Donc on voit très vite et très bien que finalement ce gouvernement, Macron 1, Macron 2, procède de la même manière que ce qu'il a procédé durant 5 ans, c'est-à-dire avec l'urgence comme mot d'ordre et la volonté de faire ratifier, il n'y a pas d'autre mot, c'est ratifier véritablement les textes auprès de l'Assemblée nationale qui vient davantage finalement une chambre d'enregistrement aux ordres de la majorité, aux ordres du parti politique décidé par Emmanuel Macron. Rien d'anormal dans le sens où ce sont le fonctionnement des institutions de la Ve République qui sont ainsi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a introduit le suffrage universel direct du président de la République,
on a finalement choisi un chef incarnant un parti, et ce parti donne finalement tous les pleins pouvoirs à ce chef qui bénéficie de la légitimité démocratique. Donc là-dessus, ce n'est pas propre à ce gouvernement. C'est simplement que ce gouvernement exacerbe des dispositifs qui étaient déjà mis en place dans la Ve République et ce qu'on appelle le fait majoritaire, c'est-à-dire l'alignement des planètes. Le président de la République, le gouvernement et l'Assemblée nationale appartiennent à un seul et unique parti, et c'est ce parti qui va exécuter les décisions prises par le président de la République. Donc on est exactement dans cette logique. Les membres du Parlement vont ratifier, ils ne vont pas voter, ils vont ratifier, c'est-à-dire qu'ils vont effectivement donner leur accord pour que ce texte soit mis en œuvre dans le cadre d'un vote par le Parlement, mais en réalité, ils vont davantage exécuter les consignes du parti que de véritablement discuter avec l'opposition de manière à pouvoir faire voter un texte qui représente l'expression de la volonté générale. On voit qu'on en est quand même très loin. Donc c'est ça la procédure accélérée. Deuxième point qu'on peut soulever sur la forme de ce projet de loi, c'est finalement la mise à l'écart des partenaires sociaux. Nous sommes en matière donc de droit social, on est sur l'assurance chômage, et donc nécessairement il y a un principe qui est fixé par l'alinéa, alors je ne dis pas de bêtises, l'alinéa, je ne sais plus, le 8e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Alors je vais vous donner le lien permettant de retrouver le préambule de la Constitution de 1946. Cet article dispose « Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. » Voilà ce que ça dit. Pierrick, je t'en mets le lien si tu peux nous le diffuser. Ce sera très intéressant parce que, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que vous prenez des mesures qui ont un impact sur les conditions de travail des salariés, ces derniers doivent pouvoir participer à l'élaboration de la loi et des différentes mesures qui vont s'appliquer à eux. Voilà ce que ça signifie. Et donc, les partenaires sociaux, non seulement on doit faire avec eux, mais en plus, ils doivent pouvoir, de manière très concrète, arriver à un accord au terme d'une négociation avec le gouvernement. Et cet accord, en fait, depuis 2018, n'a pas pu être trouvé. Donc, on a un décret du 26 juillet 2019 qui a prévu les conditions de l'allocation chômage sans la concertation, sans obtenir un accord auprès des partenaires sociaux, ce qu'on appelle un décret de carence. Et donc, ce décret de carence, c'est finalement la possibilité de pallier à l'absence de négociation, en tout cas de conclusion d'un accord au terme d'une négociation. Et donc, ça veut dire que le gouvernement, de toute manière, fera quand même ce qu'il a envie de faire. C'est ça concrètement ce que ça veut dire. Donc, il est dans l'intérêt des partenaires sociaux de trouver un accord. Deux problématiques. La première, c'est est-ce que les partenaires sociaux véritablement représentent encore les salariés? Deuxième problématique, est-ce que après finalement l'absence de défense des partenaires sociaux, des salariés suspendus sans rémunération pour cause de non-vaccination, est-ce que ces mêmes partenaires sociaux seront en mesure de pouvoir défendre tous les salariés, notamment au regard du durcissement de l'assurance chômage qui est prévu par ce gouvernement? Ça, j'en doute un petit peu. Quoi qu'il en soit, si actuellement donc, les partenaires sociaux sont en négociation avec le gouvernement et s'ils n'obtiennent pas un accord, un nouveau décret sera voté, un décret de carence qui va fixer de toute manière les conditions d'allocation de retour à l'emploi. Donc c'est un peu quand même le fait de tordre un petit peu le poignet des partenaires sociaux parce que de toute manière, le gouvernement avancera quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la forme, donc l'urgence et la mise à l'écart des partenaires sociaux. Est-ce qu'on a des questions à ce stade, Pierrick? Est-ce que je regarde, on a essentiellement juste des commentaires, notamment de remerciements, pas spécialement de questions. Je pense qu'on peut continuer. Alors, allons-y, le meilleur reste à venir. Restez en ligne avec nous. Donc, si vous venez de rejoindre l'émission, n'oubliez pas de partager, de vous abonner et de commenter. Si vous avez des questions, c'est le moment aussi. On est là pour ça. Alors, sur le contenu de ce projet de loi qui est en discussion actuellement devant le Sénat et qui de toute manière sera voté quoi qu'il en tienne, parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le président de la République, le gouvernement et le
le parti majoritaire à l'Assemblée sont du même parti, il y a la discipline partisane et le fait majoritaire, tout le monde va voter conformément aux desiderata du président de la République. Donc ça va se passer quoi qu'il en soit. Donc, ce que l'on peut dire, tout d'abord, c'est que on a 5 articles dans cette loi. Il y en a un petit peu plus parce que le Sénat a ajouté de nouveaux éléments. Mais au départ, nous avons donc 5 articles qui vont porter sur la réforme de l'assurance chômage, sur l'allocation de retour à l'emploi, sur l'acquisition de l'expérience professionnelle, et le nouvel article qui a été ajouté par le Sénat sur la question donc c'était le départ volontaire, je ne dis plus grand-chose, de l'abandon de poste. On va en parler, c'est le dernier point qu'on évoquera dans la vidéo. Donc, aujourd'hui, on constate une chose, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur le contenu de l'assurance chômage et notamment sur les conditions dans lesquelles sera attribuée l'allocation de retour à l'emploi. On ne sait pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que la loi va fixer les grandes règles et il reviendra au décret, au pouvoir réglementaire, par décret, de fixer les différentes règles d'allocation de retour à l'emploi. Donc, c'est un décret aujourd'hui de 2019, du 26 juillet 2019, qui s'applique. Décret qui, en raison de la crise sanitaire, n'a pas pu entrer totalement en vigueur, ou en tout cas qui a été entré en vigueur de manière très progressive, surtout à partir de 2021. Donc, en réalité, on n'a pas non plus véritablement vu l'application de ce décret pour le moment. Mais quoi qu'il en soit, on le sait, ce sera un durcissement des règles pour bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi. L'avantage, on va dire, si on ne réussit pas à effectivement obtenir un accord des partenaires sociaux, et si le gouvernement procède par décret, c'est qu'on a la possibilité de contester ces dispositions directement devant le Conseil d'État. Pourquoi ? Parce qu'un décret, c'est un acte du Premier ministre et que ce décret peut être attaqué directement devant le Conseil d'État. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et on sait que depuis le décret de 2019, on a eu quand même pas moins de 8 requêtes qui ont été diligentées par des syndicats et qui ont obtenu notamment l'annulation d'un certain nombre de dispositions. J'étais en train de lire tout à l'heure la décision du Conseil d'État qui parle justement de cela. Je la mets en description, Pierrick, si tu veux la diffuser. On voit que, notamment au regard du principe d'égalité, le gouvernement a retoqué l'article 13 du décret de 2019, en tant notamment que les clauses du règlement général annexées à la convention, c'est un peu technique, restent applicables aux travailleurs. Bref. Je le résumerai certainement mieux dans mon article parce que là, je pense que ce sera beaucoup trop complexe pour l'émission. Mais retenez d'une manière générale qu'il y avait des règles différentes selon les âges et selon les revenus des salariés et que finalement, la différence de traitement qui était applicable entre ces deux catégories de salariés était disproportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général fixé par le législateur. En d'autres termes, si vous êtes dans une situation identique, on doit vous traiter de manière identique. Si vous êtes dans une situation différente, on peut vous traiter de manière différente, à condition que cette différence de traitement ne soit pas non plus disproportionnée. Donc voilà, c'est ça un petit peu la position du Conseil d'État. Donc quoi qu'il en soit, il est possible finalement d'annuler des dispositions de ce décret qui auront pour objectif de fixer les conditions de l'allocation chômage. Donc attention, ce n'est pas parce que le gouvernement décide qu'on ne pourra rien faire. Leur objectif, c'est bien sûr de vous faire croire que rien n'est possible, que tout finalement est décidé à l'avance et que vous n'avez pas voix au chapitre. Ce n'est pas vrai. D'accord ? Et enfin, dernier point, Pierrick, on va parler de l'abandon de poste. Donc, c'était vraiment ça qui a fait couler de l'encre. L'Assemblée nationale a voté un article 1 bis portant sur l'abandon de poste qui va être considéré comme étant une démission présumée. Or, vous savez que la démission vous empêche de bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi, du moins pendant au moins 4 mois. Passé 4 mois, si vous avez un motif légitime, Pôle emploi peut, après avoir analysé votre dossier, et il va vous soumettre un certain nombre de conditions et d'investigations, peut vous accorder une allocation de retour à l'emploi. Donc on voit qu'il faut quand même réussir à survivre pendant 4 mois, et pendant 4 mois, vous ne bénéficiez pas de l'allocation chômage. Donc c'est un risque de démissionner. La problématique de l'abandon de poste, c'est que très souvent, l'abandon de poste est utilisé par les salariés pour mettre fin à une situation conflictuelle avec leur employeur qui leur refusait la rupture conventionnelle et qui leur refusait la possibilité de les licencier. Donc on se retrouve avec des salariés qui sont dans un mal-être, qui vont n'avoir aucune possibilité pour pouvoir sortir de cette relation toxique et qui, par conséquent, jusqu'à maintenant,
utiliser l'abandon de poste pour pouvoir bénéficier d'un licenciement qui, même en cas de faute lourde pour abandon de poste, n'empêchait pas de bénéficier d'une allocation de retour à l'emploi. Donc, c'était un petit peu la manière dont était utilisé l'abandon de poste. Également, retenons aussi que l'abandon de poste était utilisé très régulièrement lorsque les employeurs refusaient d'accepter les ruptures conventionnelles pour ne pas donner le sentiment aux autres membres de l'équipe de salariés qu'ils avaient qu'il était possible de pouvoir négocier une rupture conventionnelle et que par conséquent, il était possible de pouvoir partir de l'entreprise avec une somme d'argent plus ou moins importante. Donc ça, on sait que dans certaines sociétés, la question de la rupture conventionnelle est véritablement une question de principe sur laquelle les employeurs n'acceptent pas de transiger. Donc l'abandon de poste, c'était finalement une porte de sortie pour échapper finalement à une position un peu boutée de leurs employeurs de refuser systématiquement les ruptures conventionnelles, mais également d'employeurs qui refusaient les ruptures conventionnelles ou les licenciements, quand bien même les salariés étaient finalement dans une situation de mal-être, voire même parfois des employeurs qui étaient dans une situation où le salarié ne faisait pas forcément correctement l'affaire. Et donc, par conséquent, l'abandon de poste restait une solution médiane, puisque l'employeur ne devait aucune indemnité de licenciement. Mais c'est ça, finalement, l'enjeu de l'abandon de poste. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au terme d'une procédure accélérée, sans qu'il y ait un véritable débat, et notamment un débat sur, justement, l'utilisation un peu dévoyée de l'abandon de poste, tel que je viens de l'évoquer, à savoir un abandon de poste pour échapper à une situation dramatique dans laquelle le salarié ne réussit pas à obtenir une rupture conventionnelle ou un licenciement, ou autrement une situation dans laquelle l'employeur ne souhaite pas accorder la rupture conventionnelle parce qu'il ne veut pas envoyer un message aux autres salariés comme quoi il serait possible de partir de la société avec une somme d'argent. Donc, on voit ici qu'il n'y a pas du tout ce débat, que ce n'est pas du tout pris en compte dans un débat, ce qui est normal puisque ce sont des choses un peu complexes. Ce sont des choses qui méritent qu'il y ait un véritable échange entre l'opposition et l'Assemblée nationale. Il faut plusieurs semaines de discussion pour pouvoir prendre en compte justement tous les tenants et tous les aboutissants d'une situation qui est nécessairement beaucoup plus complexe. Et c'est un peu ça l'erreur du gouvernement, c'est de nous dire finalement il y a beaucoup de chômage, mais d'autre part il y a des personnes, des employeurs qui ne réussissent pas à pouvoir recruter. Donc, c'est nécessairement, par conséquent, c'est sous-entendu en tout cas, c'est parce que finalement les salariés sont des feignants. C'est pas du tout ça. Au contraire, la situation est beaucoup plus complexe que ça. Et ce qu'on regrette aujourd'hui, c'est que finalement, le Parlement devient une simple chambre d'enregistrement. Il n'y a plus ce débat. Il n'y a plus cette confrontation des idées. Tout opposant politique devient un complotiste à en devenir. Et c'est ça qui est dramatique, puisque avant, ce que l'on appelait un opposant politique, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait partie de l'opposition, qui était amené à discuter face à la majorité pour essayer de lui permettre d'améliorer son texte, voire parfois de renoncer à des réformes sociales iniques, eh bien aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de possibilité de contrariété. Il y a un récit, il y a finalement une volonté de la majorité qui doit s'imposer coûte que coûte, de gré ou de force, à la minorité qui est discréditée parce qu'à défaut de pouvoir critiquer le message, on préfère critiquer les messagers. Et donc, on le voit clairement, de gré ou de force, cette assurance chômage, elle va priver de nombreux salariés d'une possibilité de bénéficier d'une vraie allocation de retour à l'emploi. Et surtout, derrière, on voit bien qu'il n'y a pas de réforme de fond, puisque dans le projet de loi, on lit que notamment parmi les postes les plus recherchés, on a notamment des salariés en restauration, mais également des salariés pour les hôpitaux, sans se poser la question à aucun moment si la problématique de recrutement ne viendrait pas potentiellement, d'une part, des salaires, d'autre part, des conditions de travail. Parce qu'à mon avis, c'est davantage là-dessus qu'il faudrait travailler, plutôt que de chercher encore une nouvelle fois à utiliser les demandeurs d'emploi comme une variable d'ajustement d'une politique économique dont la problématique est davantage structurelle que conjoncturelle. Eh ben, en tout cas, merci David pour tous ces éléments. Donc, si je résume de manière très, très, très simpliste, excuse-moi si je résume de manière très simpliste, d'une manière globale, donc on a un projet de loi en procédure accélérée où on voit qu'ils veulent aller très vite, qui est devenu un petit peu une norme, alors qu'il devait être de l'exception, où finalement on n'a pas grand-chose. Et dans ce pas grand-chose, on a quand même justement l'abandon de poste qui, du coup, on va dire, va perdre un petit peu de sa substance au détriment du salarié. Est-ce que j'ai Tout bien à fait. résumé un petit peu cette intervention? Tu as très bien résumé. En fait, on peut juste ajouter qu'en réalité, ce projet de loi ne dit pas grand-chose et que tout sera décidé par décret. Ok.
Donc tout par décret. C'est-à-dire que dès lors, en fait, où on donne la loi, en fait, finalement, si on ne met pas grand-chose, par décret, c'est-à-dire que le Premier ministre, enfin la Première ministre, pourra, entre guillemets, mettre ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'on Après, donne une... c'est normal, hein. C'est la distinction entre le domaine de la loi et le domaine du règlement. Tu sais, l'article 34, l'article 37, la loi fixe les grandes règles, le règlement, notamment les décrets, vont fixer les conditions d'application des grands principes arrêtés par le législateur. Donc là, c'est quelque chose qui est normal. La difficulté, c'est qu'on ne réussit pas à se mettre d'accord avec les partenaires sociaux. Et par conséquent, de manière un peu autoritaire, le gouvernement prend un décret de carence, c'est-à-dire qu'il va dire bah, ça se passe quand même comme ça. Voilà, vous soyez d'accord ou pas, ça va se passer comme ça. Vous aviez eu la possibilité de négocier avec nous, on ne s'est pas mis d'accord, pas de souci, maintenant ça va quand même se passer comme ça. Donc on voit que le dernier mot, c'est quand même le gouvernement qui l'a. Et donc, dans ces conditions, moi ce que j'invite à faire pour les salariés, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des recours qui ont permis l'annulation de certaines dispositions du décret de 2019 qui prévoit justement les nouvelles conditions de bénéfice de l'allocation chômage. Mais en fait, ça appartient à tout salarié. Même, j'ai envie de dire, ça appartient à tout citoyen. Tout citoyen qui souhaiterait à un moment donné contester le décret prévu pour l'allocation d'assurance chômage pourrait tout à fait contester cette mesure devant le Conseil d'État. Et on va même aller plus loin, c'est qu'il n'est même pas nécessaire d'avoir un avocat. Alors après, nécessairement, on voit très bien que, compte tenu de la complexité de la matière, forcément qu'il y a la nécessité de recourir à un avocat, mais si on a quelqu'un qui effectivement s'y connaît très bien en droit et a la possibilité de se dire qu'il comprend le contentieux et qu'il est en mesure de pouvoir contester utilement des dispositions de ce décret, en fait, il pourrait le faire sans avocat. Ouais, c'est intéressant. Donc les citoyens ont la possibilité de contester des mesures qu'elles considèrent comme étant iniques, même si les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. D'accord. Merci pour ces éléments en tout cas. Alors, du coup, en fait, d'une manière globale, moi, ce que je perçois, c'est que là, en fait, on a l'impression qu'ils vont vraiment très vite et que dans cette suite du Covid, alors pourquoi j'en parle? Parce qu'on sent qu'il y a vraiment une sorte de continuité de se dire, allez, maintenant, en fait, on engage un ensemble de choses, maintenant que les gens, ils ont un petit peu, si je peux me permettre, un petit peu la tête ailleurs. De ce que je constate également, on entend parler du projet de réforme des retraites. On est vraiment, en fait, en train de s'attaquer de toutes parts, là, dans les mois qui viennent et les semaines qui viennent, vraiment à tous les droits un petit peu des salariés, les droits sociaux. Et on est en train de rentrer, dis-moi si je me trompe, de ma perception, de ce que tu viens de nous expliquer, de ce que l'on perçoit de cette réforme des retraites également, qui fera peut-être d'ailleurs l'objet d'une prochaine émission, pourquoi pas, Tout à fait. d'une orientation vraiment où on rentre dans le cadre du bon, maintenant qu'on est sorti de la crise, enfin pseudo-crise, allez, on vous fait rentrer dans un dogme, bon, maintenant il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, quoi. Et tous les petits droits que vous aviez, on est en train de les enlever pour vous faire rentrer finalement dans une sorte de cheminement type dans lequel on ne peut pratiquement pas sortir, ou alors si on ose en sortir, nous perdons, on va dire, davantage de droits. En fait, les petits gens, je me mets dedans, les petits gens deviennent des variables d'ajustement. Parce qu'il est beaucoup plus facile de s'en prendre aux plus faibles en disant, ben voilà, vous allez restreindre un peu vos droits à l'allocation chômage, vous allez restreindre un petit peu votre retraite, plutôt de s'attaquer finalement à l'évasion fiscale ou à des véritables réformes d'ampleur qui pourraient conduire des entreprises extrêmement riches à devoir payer un peu plus d'impôts en France et à devoir partager davantage les richesses, plutôt que de venir quereller finalement ces derniers, on préfère s'en prendre aux plus faibles. C'est toujours entièrement la même chose. Mais je pense que ça commence à bouillir un petit peu. On a eu notamment un commentaire justement de Juji. Très bon sujet, mais je pense que le principal, c'est l'explosion imminente dans ce pays, tellement évident que ça déborde de partout. Je crois que là, justement, ils sont en train de tirer un petit peu sur une corde. Moi, je suis pas si sûr que ça. Je suis pas si sûr que ça. Sur la question de est-ce que ça va exploser, est-ce qu'il va y avoir une grève générale. Je suis pas sûr parce que moi, ce que je constate depuis déjà à peu près juin, donc ça fait déjà 3 mois, 4 mois, c'est qu'on a une position contrôlée. J'ai l'impression que, par exemple, les syndicats sont extrêmement réactifs sur la question de la réquisition des salariés travaillant dans les raffineries. C'est pas quelque chose de nouveau, la réquisition. Et en fait, il faut comprendre qu'il y a 2 impératifs contradictoires. Il y a d'une part le droit de grève, qui est un droit constitutionnel. Il y a aussi le principe de continuité des services publics, qui, elle, est aussi un principe constitutionnel. Et donc, le droit de grève n'est jamais un droit absolu. Alors, tu vas me dire, oui, très bien, ok, effectivement, on l'entend. Mais en fait, c'est la même chose pour la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a toujours
une proportionnalité à faire entre différents droits qui vont se confronter. C'est la question, par exemple, je sais pas, de l'obligation vaccinale. Il y a effectivement la nécessité de poursuivre la protection de la santé publique et versus le respect de l'intégrité du corps humain. Voilà. Et c'est toujours cette proportionnalité qu'il faut tenter de trouver. Donc en fait, le débat, il n'est pas nouveau. Mais on remarque quand même que sur la question du droit de grève, les syndicats sont davantage quand même réactifs, alors que concrètement, l'enjeu, il n'est pas non plus, comment dire, toute proportion gardée. L'enjeu de la réquisition d'un salarié pour venir travailler à un poste pour lequel il fait grève est, à mon sens, quand même beaucoup moins dramatique, même si elle le reste, qu'un salarié suspendu depuis plus d'1 an sans aucune rémunération. Et je regrette parfois que les syndicats ne soient pas battus bec et ongle sur la possibilité, la simple éventualité de pouvoir intégrer dans le droit du travail la possibilité de suspendre sans rémunération un salarié ou un agent public sans aucune date limite de fin. Et donc là, à partir de ce moment-là, pour moi, ils sont complètement discrédités. Ils sont plus crédibles. La deuxième chose, c'est qu'on l'avait dit, c'est les frères siamois, c'est les frères ennemis. Le Rassemblement national et la LFI, qui partagent quand même un socle d'idées communes. Je pense notamment forcément à la question de la réintégration des soignants. On sait que ce sont deux partis qui étaient plutôt favorables à cette question-là et qui, pour des raisons politiciennes, sont incapables de s'entendre sur ces grands principes. Dans l'intérêt des citoyens, je parle à chaque fois toujours dans l'intérêt des citoyens. C'est-à-dire que, par principe, ils ont désigné le camp du bien, ils ont désigné le camp du mal, les deux, je les mets dans la même catégorie, et pour ce simple fait, ils ne seront jamais capables de s'entendre dans un but d'intérêt collectif supérieur. Notamment, je pense que la question de la réintégration des soignants doit se poser aujourd'hui, parce qu'on n'est pas dans la même situation qu'en septembre 2021, lorsqu'on procède à la suspension des soignants. Et pourtant, ce n'est pas un débat qui a lieu, ce qui est quand même fort regrettable. Très bien. Bon, ça ce qui démontre qu'ils seront incapables de défendre les citoyens dans le cadre du Parlement. C'est ça que ça veut dire. Et de toute manière, alors je pense que tu as vu, parce qu'on se regarde beaucoup sur Twitter, j'essaie d'être relativement actif sur Twitter également, enfin quand j'ai un petit peu de temps, et c'est ce que l'on voit, enfin on le voit surtout sur les réseaux, notamment sur Twitter, c'est vraiment le réseau social où il y a une sorte de guerre politique, si on peut dire ça ainsi. Il y a beaucoup de choses qui se jouent sur la communication justement des partis, notamment sur ce réseau-là, un petit peu sur Facebook ou autre, mais on voit que c'est vraiment, on va dire, un enjeu de communication, ce réseau social. Et je te rejoins, on a vraiment l'impression en fait qu'ils s'amusent à se faire la guéguerre en fait les uns les autres. Regardez, moi je suis mieux que l'autre. Et finalement, en fait, on est en train de noyer un petit peu la population dans des guerres d'ego. Et finalement, les sujets de fond qui intéressent les citoyens ne sont pas abordés pleinement. Et alors, je pose une petite question qu'on a eue de Rachid, excuse-moi Rachid, qui était posée il y a à peu près 8 minutes. Notamment, donc il y a déjà eu une réforme en 2020. Pourquoi refaire une réforme aujourd'hui? Ce n'est pas compréhensible. Est-ce que tu as des éléments? En fait, en 2018, les partenaires sociaux n'arrivent pas à se mettre d'accord avec le gouvernement. Un décret de carence est pris le 26 juillet 2019. Ce décret du 26 juillet 2019 a fixé pendant 3 ans les conditions du bénéfice de l'assurance chômage, mais avec une clause de revoyure, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas mis d'accord, donc pour que ce soit périn, il faut qu'on renégocie dans 2-3 ans. C'est la raison pour laquelle on rediscute une nouvelle fois de l'assurance chômage. C'est la continuité en fait d'un désaccord de 2018. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Bon, j'espère, Rachid, qu'on a répondu à la question. Alors, on sort un petit peu, alors on est plus ou moins dans le sujet, mais là on retouche un petit peu, on a parlé un petit peu des suspendus, donc je me permets de te poser la question parce qu'elle a été posée notamment par Justine. Je suis suspendu, j'ai eu le Covid en septembre et j'ai donc repris mon poste jusqu'à fin décembre 2022. Pouvez-vous me dire ce que je peux faire? Une reconversion, mais comment? Une piste. Donc en gros, si j'ai bien compris, Justine, la question c'est pour l'instant, vous êtes avec un certificat de rétablissement, si je le comprends de la sorte, vous avez été réintégré, qui est valable donc jusqu'en décembre 2022. Et la question, c'est est-ce que vous pouvez faire une reconversion? Je pense que la question est ça. Bon, déjà, il y a 2 choses à savoir. Est-ce que c'est le 3e certificat de rétablissement? Si c'est le cas, la 4e dose n'étant pas obligatoire, pour l'instant, même si la validité s'arrête en décembre, ça peut continuer après, puisqu'il n'y a pas de 4e dose à ce jour, c'est-à-dire au 17 octobre 2022. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, il faut vérifier que les conditions, finalement, sont celles-ci.
La deuxième chose, c'est comme pour tous les soignants suspendus, si vous êtes salarié ou si vous êtes agent public, c'est différent. Si vous êtes agent public, il y a la possibilité, c'est différentes possibilités, d'avoir une mise à disposition. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir la possibilité de démissionner. La troisième chose, c'est la possibilité d'obtenir une rupture conventionnelle. La quatrième chose, c'est le licenciement. La cinquième chose, c'est effectivement de se reconvertir professionnellement en bénéficiant notamment des droits à la reconversion. Je sais que j'ai un certain nombre de personnes que j'accompagne actuellement avec leurs employeurs pour lesquels ils ont des droits à la reconversion et pour lesquels ces droits leur sont refusés lorsque ces derniers ne sont pas en conformité avec l'obligation vaccinale. C'est illégal. Voilà, ça, il faut le savoir. Donc, il existe des possibilités. Et rappelons-le, ça fait écho avec une décision que j'avais commenté avec Maître Maud Marion sur ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver l'émission. Le 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé une décision de suspension pour une insuffisance de motivation, ce qui signifie quoi? Ça signifie que si on annule une décision sur un moyen de légalité externe, c'est-à-dire la forme de l'acte, la forme, le contenu un petit peu, eh bien, dans ce cas-là, cela signifie que l'administration a une marge de manœuvre pour prendre une décision lorsqu'elle constate que son agent ne satisfait pas l'obligation vaccinale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de suspendre sans rémunération de manière automatique un agent qui ne satisfait pas l'obligation vaccinale. On peut lui proposer d'autres solutions. C'est ça que ça veut dire, cette décision du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Dijon, qui est vraiment la première décision qui nous indique clairement qu'en fait, il n'y a pas de compétences liées. Les employeurs peuvent adapter la situation par rapport à leur agent. Et donc ça, c'est important parce que moi, j'ai des agents qui sont en arrêt de travail, qui sont dans des syndromes anxio-dépressifs, pour lesquels les médecins du travail sont en train d'annuler leurs certificats médicaux d'arrêt de travail pour des motifs qui n'ont rien à voir avec leur état de santé, mais simplement parce qu'ils ne sont pas en conformité avec l'obligation vaccinale et qui se retrouvent suspendus sans rémunération. Là, c'est une faute de l'employeur parce que concrètement, cette personne n'est pas du tout en état de pouvoir reprendre son travail. Et en lui imposant cette mesure, elle participe à une dégradation de ses conditions physiques et psychiques au sein du travail. C'est ce qu'on appelle un harcèlement moral. Donc là, effectivement, l'employeur commet une faute. Donc attention à eux, parce que les actions en responsabilité sont en train de pleuvoir et mon cabinet en engage vraiment toutes les semaines. Donc il faut vraiment que les employeurs soient diligents là-dessus. Et agents publics comme salariés, sachez qu'aujourd'hui, le droit vous donne raison. Donc il faut faire valoir vos droits. Vous avez une protection et la loi du 5 août 2021 n'a pas mis fin totalement à cette protection, même si on constate avec notamment cette réforme de l'assurance chômage que c'est des petits coups de canif qui ont vocation à réduire et amoindrir les droits des salariés et des agents publics. Très bien, merci pour ces éléments. Alors, je n'ai pas spécialement constaté de questions autres. Alors, on est sur le point, je pense, de clôturer, parce que l'objectif, c'est de faire des formats courts, justement, de moins d'une heure pour aller vraiment à l'essentiel sur les sujets. Alors, juste avant que l'on clôture, s'il vous plaît, nous serions preneurs, si vous voulez mettre en commentaire là sur les chaînes YouTube, on va les voir, notamment si vous avez des suggestions de sujets, notamment pour lundi prochain ou pour les autres lundis à venir. On a d'autres idées, mais l'idée également, c'est que ces émissions-là qu'on va faire avec David, c'était pleinement l'objectif, c'est qu'on touche, en fait, qu'on aborde des sujets que l'on peut aborder d'un point de vue citoyen et juridique, et surtout d'actualité, si possible. N'hésitez pas à nous mettre là un commentaire là tout de suite de sujets qui vous viennent en tête que l'on pourrait aborder pour les prochaines émissions. L'objectif étant de tenter de répondre un petit peu aux attentes des personnes qui nous regardent. Donc, comme on vous l'expliquait, donc pendant que vous mettez vos petits commentaires, vos suggestions d'idées, on vous refait également les petits commentaires habituels, hein, c'est-à-dire pensez à vous abonner aux pages Facebook David Guyon et du collectif Libertad, notamment à liker la page, à vous abonner, à les partager, à inviter vos amis à les liker. L'objectif, étant donné qu'en plus, notamment par exemple, nous, je vous prends l'exemple sur Libertad, on est pas mal censuré, donc déjà on a une perte de visibilité, mais on sait que si on veut faire jouer les algorithmes, on a besoin justement du maximum de likes et de partage. Donc voilà pour ces éléments-là. Pensez également aux chaînes YouTube, abonnez-vous. Donc David Guyon également fait également d'autres petites vidéos justement juridiques qui sont quand même très intéressantes, des fois des formats très courts. Donc ça peut être intéressant pour vous à partager et forcément plus il y a de likes, plus il y a de partage, plus il y a de commentaires, plus il y a de réactions sur les publications, plus ça aide à augmenter la visibilité pour essayer de montrer un autre discours aux autres personnes. Parce que si on veut que les choses changent d'une manière globale, il faut qu'on arrive à diffuser
avec plein de collectifs, hein, tout ce qui se fait sur les réseaux, diffuser un discours un petit peu différent pour que ça touche d'autres personnes, des gens qui sont dans notre entourage, des amis, des connaissances, et qui, à force de voir un discours un petit peu différent, vont peut-être commencer à se questionner, s'orienter et avoir des perceptions différentes. C'est ensemble que l'on peut faire bouger les lignes. Ça, j'en suis pleinement convaincu. Voilà pour ça. Donc, je regarde s'il y en a eu des petits commentaires avec des suggestions. Laetitia Pantel qui nous parlait des droits de l'homme qui sont violés. Alors, c'est toute une vie, hein. C'est très général. On est bien d'accord. Les droits fondamentaux qui sont violés, c'est l'histoire de ma vie et j'ai des dossiers, c'est que ça. Hein, Voilà, donc là, on est ce qu'on a abordé ce soir, on est quelque peu déjà dans cette thématique. Voilà, vous avez. De toute façon, au fur et à mesure de la semaine, on va éplucher vos commentaires. On va essayer de répondre à un maximum de personnes dans les commentaires que vous avez posés suite à cette émission. Et puis, on va essayer de recueillir un petit peu les sujets qui vont nous être proposés. On a aussi toute une série de sujets qu'on a envie d'évoquer avec Pierrick. Donc, en fonction un petit peu du temps qu'on aura et de l'intérêt des sujets que vous pourrez nous proposer, et bien entendu, ça fera l'objet d'une émission qu'on essaiera de traiter entre 20 minutes à 50 minutes. Et là, je constate que nous sommes déjà à 51 minutes 47, Pierrick. Donc, je propose qu'on clôture cette émission. Je te remercie en tout cas pour ta participation, d'avoir fait remonter les questions et puis d'avoir partagé les différents liens, d'avoir été le citoyen nécessaire pour animer cette nouvelle émission Justice citoyenne. Parce que, comme je dis souvent, les avocats ont un savoir, mais ce savoir est totalement inutile s'il n'est pas sollicité et mis à contribution des citoyens. Donc, c'est surtout merci à toi, Pierrick, et merci à tous ceux qui nous regardent, parce que c'est grâce à vous que la justice réussit à vivre et qu'on défend nos libertés fondamentales. Voilà, merci David, en tout cas, pour toujours tes éclaircissements qui sont toujours très clairs et qui rendent accessible à n'importe quel citoyen la justice et le droit, qui est pourtant très complexe. On est bien d'accord également, comme vous l'expliquez, on est sur le premier format là, de cette émission. On est amené éventuellement à changer peut-être des choses, notamment le graphisme, le teaser, etc. Donc, on va bosser là-dessus avec David pour voir comment faire évoluer ça. Donc, encore une fois, remettez bien vos commentaires. On verra également si on fait intervenir, par exemple, plus tard, peut-être d'autres citoyens ou du collectif, pour des fois poser juste une question pertinente. Bref, il y a plein d'idées. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées. C'est à vous de nous aider également à construire cette émission pour la faire vivre le mieux possible. Et en tout cas, on vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Merci beaucoup et on vous dit donc rendez-vous lundi prochain, donc normalement également sur les chaînes YouTube et sur la page Facebook à 20h avec donc David Guyon pour notamment la justice citoyenne, regard croisé. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.